Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 8 janvier 2025, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où les mercures ne devraient pas descendre sous la barre des 20 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 35 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité ce matin, la deuxième mamelle de l'économie nationale prend du volume, 120 milliards de francs CFA. C'est le chiffre d'affaires annuel d'une nouvelle mine d'or qui verra le jour dans la région de Caï pour une capacité de production considérable. Une signature de convention a eu lieu hier en ce sens à l'hôtel des finances entre l'État malien et Aliad Gold Corporation. Le dossier de cette édition s'intéresse à l'origine du quartier Bela Farandi de Tombouctou et les activités socio-économiques et culturelles des premiers habitants du dit quartier. Cette communauté tamashek serait originaire d'une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Une équipe de leur thème Tombouctou est allée pour mieux comprendre l'histoire. Depuis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Aguebou Koulibaly évoque aujourd'hui la fresque de la désertification, une initiative innovante portée par une équipe internationale et qui offre une approche pédagogique unique pour mobiliser les consciences et encourager les actions locales. Enfin, en sport football, au plan national, 2 rencontres étaient au programme de la 6e journée du championnat national de première division. L'US Bougouba s'impose devant Étoile du Mandé 5-2, tandis que l'AS Bakarijan domine l'AS Police 2-1 en Europe. Le prestigieux club espagnol du Real Madrid est à la recherche d'un nouveau président. Le processus pour son élection vient de s'ouvrir. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridjou Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, 120 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires annuel d'une nouvelle mine d'or qui verra les jours dans la région de Caï pour une capacité de production considérable. Une signature de convention a eu lieu hier en ce sens à l'hôtel des finances entre l'État malien et Aliad Gold Corporation. Après des mois de négociations entre les deux parties, un accord a été trouvé conformément aux dispositions du code minier adopté par le Mali en 2023. Compte rendu, Tamsir Diabati. Le code minier et son contenu local de 2023, des réformes qui portent fruit par la demande croissante des investisseurs, comme c'était le cas ce mardi à l'hôtel des finances pour la signature de convention entre l'État malien et le groupe Aliad Gold. Al-Ousseini Issanou, ministre de l'économie et des finances. Le chiffre d'affaires attendu est d'environ 110 et 120 milliards de francs CFA par an. Donc l'État va bénéficier des dividendes, l'État va bénéficier donc de l'application de tous les textes, que ce soit les fonds, que ce soit la TAV, ISCP, étant donné que c'est pour l'instant une mine dont les minéraux vont être traités dans une autre mine appartenant à ELA, donc il y aura les taxes par péage qui vont aussi être dues. Cette signature de convention est la concrétisation de l'exploitation d'une mine d'or. Amadou Keïta, ministre des Mines. Cette nouvelle mine de Coralie Sud va être opérée sur la base du code de 2023. Au-delà du fait que l'État prend 35% des actions, il est important de rappeler que cette nouvelle mine, justement qui exploite donc de l'oxydé. Donc cet oxydé va être transporté au niveau donc de la mine de Sadiola pour être traité. Et donc on appelle ça des traitements par péage, ce qui va donc générer des frais à payer qui iront au trésor de l'État. À l'issue de cette signature de convention entre l'État malien et le groupe Aliad Gold, les responsables du groupe se disent rassurés. Ilyas Keïta, vice-président exécutif Aliad Gold. Nous sommes rassurés de tout l'effort que l'État a eu à fournir depuis la fermeture des négociations jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'extension de ce permis de petite mine en grande mine, c'est un signal fort. Et vu l'énorme investissement qu'il va falloir faire sur l'usine de Sadiola, qu'on a déjà commencé, plus de 500 et quelques millions de dollars, le permis de Coralie va permettre à la mine, n'est-ce pas, de pouvoir supporter ce temps de transition de construction. Et cette mine d'or est située dans la région de Caï, avec un permis d'exploitation qui s'étend sur 5 ans pour la première phase. Et nous arrivons à présent au dossier de cette édition qui s'intéresse à l'origine du quartier Bela Farandi de Tombouctou
et les activités socio-économiques et culturelles des premiers habitants du dit quartier. Cette communauté tamashek serait originaire d'une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Une équipe de l'Ortem Tombouctou est allée pour mieux comprendre l'histoire de Tombouctou, les explications de Najim Babasisi. Situé entre le quartier Sankoré et la zone marécageuse de Hamabangou, le quartier Belafarandi ou le quartier de Tamashek aurait vu le jour suite au premier lotissement de la ville de Tombouctou vers les années 1947. Ses premiers habitants seraient venus d'une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie qui ont fui les conflits en migrant vers le Mali. D'ailleurs, ils se réclament de la lignée de la vieille Bouktou, gardienne du premier puits dont la ville de Tombouctou porte le nom. Draman Sissé, notable à Belafarandi. Nous sommes une communauté, sinon une famille venue de loin, en ce sens qu'ils situent leur origine au niveau d'un village situé entre l'Érythrée et l'Éthiopie, suite à des querelles dans le village avec les familles les plus proches. Une famille s'est détachée pour aller chercher un lieu où il fait mieux vivre pour éviter les querelles et les histoires entre familles. Donc c'est ainsi que c'est progressé, sortir vers le Nigeria, du Nigeria vers le Niger et après suivre la boucle du Niger jusqu'au niveau Gao. Et après Gao, après quelques années, ils sont descendus jusqu'à en face de Gourmararous, au niveau d'un campement nomade appelé Sakamar. Sakamar, c'est un nom tamashek. Aujourd'hui, il est devenu village qu'on appelle Samar. Cette communauté était tout d'abord installée à l'ouest de la ville, dans le quartier Sankoré, sur les dunes de sable, et suivait peu à peu le mouvement du fleuve en cultivant la pastèque et abreuvait leurs animaux. Draman Sissé, notable à Belafarandi. Le hameau a grandi et par suite, l'eau tarissait et petit à petit, ils étaient obligés de suivre un peu le lieu où il y a assez de pâturage. C'est comme ça qu'ils se sont déplacés vers la zone Sababou-Bangou. Les premiers habitants de Belafarandi ne pratiquaient pas que la culture de la pastèque. Ils étaient dévoués dans l'agriculture, le commerce et l'élevage. Ils étaient très bien organisés à travers les 3 saisons de l'année. Youssouf Sissé Dichin, notable à Belafarandi. C'est des cultivateurs. Ils cultivent des pastèques tout au long du fleuve Niger, de 45 km à Al-Masharatim Baraja jusqu'à Verteherj. Et maintenant, quand ils finissent, ils transportent les pastèques dans les villages. C'est là-bas qu'ils vendent les pastèques. Ils font même des échanges avec des céréales. Ils amènent du paddy, ils amènent du sorgho, ils amènent du blé même. Les femmes, quant à elles, commercialisaient tout ce que les hommes apportaient, que ce soit les pastèques, les céréales ou tout autre produit. Si aujourd'hui les activités socio-culturelles occupent une place prépondérante dans le quartier, c'est que Belafarandi ne badine pas avec la culture. Al-Joutafa, directeur de la troupe artistique de Belafarandi. Mon grand-parent me dit que leurs premières activités culturelles, c'est Djaba, c'est Ahoydanga, c'est Dibolo, c'est aussi Chello. Donc en réalité, c'est des danses qui composent. Avant, cette communauté était enfermée sur elle, car un jeune tamashek ne pouvait pas se marier à une personne d'une autre ethnie. Draman Sissé, notable à Belafarandi. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'arrivée de cette jeunesse, ayant développé leurs esprits, ayant étudié plus que les anciens, ils commencent à sortir de l'habituel et se marier non seulement à l'intérieur des autres quartiers, mais aussi à l'intérieur du Mali. Aujourd'hui, le quartier Belafarandi, tout comme les autres, s'est élargi à toutes les autres communautés, avec une intégration socio-culturelle et multiethnique. AES, actualité.
L'actualité de l'AES qui nous conduit tout d'abord au Niger, où les forces de défense et de sécurité continuent leurs activités de contrôle et de nettoyage afin de protéger et sécuriser le pays. Voyons avec Jocelyne Amoussou de la Voix du Sahel les résultats des activités de la période allant du 2 au 5 janvier 2025. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, les opérations de contrôle de zone menées par nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération NIA contribuent à maintenir une situation sécuritaire relativement stable. Au cours des dernières 72 heures, ces efforts ont produit des résultats significatifs. Lors d'une patrouille de routine aux abords de Garbounia, une unité en mission a interpellé 3 individus soupçonnés d'activités terroristes. Ces derniers étaient en possession de matériel utilisé pour la fabrication de mines artisanales. Par ailleurs, la vigilance constante de nos forces a permis la détection et la neutralisation de 3 engins explosifs improvisés dans les environs d'Ouro-Djaladjo le 2 janvier et 3 janvier 2025. Ces engins explosifs improvisés, équipés de plaques à pression et dissimulés dans des bidons, ont été balisés avec le concours des populations environnantes avant d'être détruites en toute sécurité. Dans la zone de Tamou, un détachement mixte chargé de sécuriser le marché hebdomadaire de Tamou a procédé à un bouclage des lieux. Des soupçons d'activités de ravitaillement terroriste ont conduit les forces à intensifier les contrôles. Plusieurs individus suspectés se sont fondus dans la foule, confiant leurs marchandises à des intermédiaires dans une tentative d'exfiltration. Un enfant a été appréhendé et le matériel confié par les criminels saisi dans son intégralité. Dans la région d'Agadez, le mercredi 1er janvier 2025, 770 migrants nigériens refoulés de Libye ont regagné le territoire national après avoir quitté le centre de rétention administrative de Katroun. Cette opération d'expulsion, initiée par les autorités libyennes, a été encadrée par une escorte jusqu'à la localité de Dirkou, via Amadama. Ils ont été accompagnés par une délégation de l'ambassade du Niger en Libye, composée d'agents consulaires et de représentants du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, section Libye. Cette équipe a assuré l'encadrement des migrants tout au long du trajet et a regagné la Libye après la mise à disposition des rapatriés. L'accueil de nos compatriotes a été coordonné par les forces de défense et de sécurité, la mairie, la préfecture et l'Organisation internationale pour les migrations qui ont collaboré pour offrir une prise en charge adéquate à ces compatriotes. Oui, l'autre volet de l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso. C'est pour évoquer le soutien à l'effort de paix. La Commission de l'informatique et des libertés apporte sa contribution. Chaque agent a mis la main à la poche pour mobiliser 1 060 000 francs CFA. Le chèque a été remis au Fonds de soutien patriotique. De Ouagadougou, les précisions de Mahamadi Ouedrago de la Radio nationale du Burkina Faso. 1 060 000 francs CFA pour contribuer à relever le défi de la reconquête du territoire national. Le geste est de la Commission de l'informatique et de liberté, SIL. Pour sa présidente, Dr Alkita Nassa Trawina. Au-delà de ce geste financier, c'est également un esprit de solidarité, d'union et de prière pour toutes ces personnes et toutes ces forces combattantes qui sont sur le front et qui veillent jour et nuit pour que toute la population puisse vraiment dormir en paix. Vivant que la paix revienne dans notre pays et qu'on puisse vraiment éradiquer ce phénomène du terrorisme. L'apport de la SIL est jugé patriotique. Il est même un bel exemple qui rappelle que c'est ensemble que les Burkinabés pourront relever le défi de recouvrement de leur souveraineté territoriale, indique le ministre de l'économie Aboubakar Nakanabo. Je voudrais vraiment saluer cet esprit de patriotisme et de solidarité de la SIL qui a pensé que dans ces moments difficiles, c'est important aussi qu'eux aussi apportent leur contribution. Et je voudrais vous dire merci pour cette contribution qui est très importante pour nous. Selon le ministre de l'économie, à la date du 31 décembre 2024, les Burkinabés et leurs partenaires ont mobilisé plus de 175 milliards de francs CFA et renforcé les caisses du Fonds de soutien patriotique. Ces ressources ont permis de renforcer les capacités d'intervention des forces combattantes sur le terrain et de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des VDP. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES à présent et direction la Guinée, où l'opposant Ali Ouba a été condamné à 2 ans de prison ferme hier à Conakry. Il était poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition, Mamadou Doumbouya.
Ses avocats dénoncent un jugement politique et annoncent l'intention de faire appel. Aliou Ba est un jeune politicien d'une quarantaine d'années, fondateur du mouvement démocratique libéral. Il s'est fait connaître lors du sommet Afrique-France de Montpellier en 2021, durant lequel il avait interpellé le président français Emmanuel Macron sur les ingérences politiques françaises en Afrique. Jean-Marie Le Pen, figure l'extrême droite française et finaliste de la présidentielle de 2002, est mort hier à l'âge de 96 ans dans un établissement de la région parisienne où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Le fondateur du Front National, devenu Rassemblement National, s'était peu à peu retiré de la vie politique à partir de 2011, lorsque sa fille Marine Le Pen avait repris la présidence du parti. Provocateur sulfureux, obsédé par l'immigration et les juifs, patriarche contrarié par les siens, ce Breton avait sorti l'extrême droite française de sa marginalité au cours d'une carrière politique qui a marqué la 5e République française pendant 70 ans. Un puissant séisme survenu hier dans la région himalayenne du Tibet, dans le sud-est de la Chine, a fait au moins 126 morts et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'au Népal voisin. Les vidéos diffusées par la télévision publique chinoise montrent des habitations aux murs éventrés et aux toits effondrés avec des pierres qui jonchent le sol. Le séisme d'une magnitude de 6,8 a frappé le canton de Tingri, situé non loin de la frontière sino-népalaise. La justice sud-coréenne a émis hier un nouveau mandat d'arrêt contre le président dessu Yoon Suk-yeol. Le chef de l'État sud-coréen, suspendu de ses fonctions, est retranché dans sa résidence de Séoul avec sa garde rapprochée. Ce nouveau mandat est motivé par la brève tentative de Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale dans le pays. Le premier mandat d'arrêt, émis le 31 décembre dernier, avait expiré lundi après-midi sans que le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités ne parvienne à s'emparer de M. Yoon pour l'interroger. La page sport dans un instant. Supercoupe d'Espagne délocalisée à Jeddah, la première demi-finale met aux prises ce mercredi Atlético Bilbao et le FC Barcelone. S'agissant des nouvelles en plus bref, il sera question du lancement hier du processus pour l'élection des nouveaux présidents du prestigieux club du Real Madrid. Au plan national, 2 rencontres étaient au programme de la 6e journée du championnat national de première division. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Dumatino. Football, championnat national Ligue 1 professionnel. En attendant le choc stade malien de Bamako, Djoulouba Athletic Club, c'est-à-dire le traditionnel derby de la capitale, pour boucler la 6e journée, hier il y a eu la suite des rencontres. Ainsi, l'US Bougouba s'est imposé 5-2 devant les Étoiles du Mandé, promis cette saison en Ligue 1. L'AS Bakaridjan s'est imposé également hier 2-1 face à l'AS Police. Baptême du feu reçu donc pour Soumaïla Koulibaly dit Soumaïlaba, le nouvel entraîneur de l'AS Bakaridjan. Après 6 journées, l'US Bougouba occupe provisoirement la tête avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 13 buts marqués, 6 encaissés. Les deux plus grands clubs du pays, le Djoulouba Athletic Club et le Stade Malien de Bamako, qui comptent respectivement 6 points et 4 points, engagés en compétition africaine des clubs, ont chacun 4 matchs en retard. Le conseil d'administration du Real Madrid a lancé hier mardi le processus électoral du club à l'issue duquel un président sera nommé pour 4 ans. Candidat à sa propre succession, le président sortant Florentino Pérez ne devait pas avoir de concurrent selon les médias proches du Real. Si cela se confirme, les résultats seront connus avant la fin du mois de janvier. En pole position pour être réélu, Florentino Pérez, 77 ans, est président du Real Madrid depuis 2009. Après un premier passage à la tête du club madrilène entre 2000 et 2006. Après plus d'une année d'absence à cause de ruptures de ligaments, le défenseur autrichien du Real Madrid, David Alaba, voit enfin le bout du tunnel. L'ancien joueur du Bayern Munich est dans le groupe convoqué par l'entraîneur Carlo Ancelotti pour affronter Mallorca ce jeudi en deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. S'agissant de la première demi-finale de cette Supercoupe d'Espagne, délocalisée à Jeddah en Arabie Saoudite, elle oppose ce mercredi à 19h Athletic Bilbao au FC Barcelone. Champion d'Asie en 2013 et 2015, le Guangzhou FC, qui avait attiré à un moment donné des grands noms du football mondial, est interdit des championnats professionnels en 2025 par la Fédération chinoise du football en raison d'une lourde dette historique. Évoluant pourtant en deuxième division depuis 2022, le Guangzhou Evergrande, qui avait remporté 7 titres de champion de Chine consécutifs
entre 2011 et 2017, est confronté à d'énormes difficultés financières et est donc exclu de la liste des 49 équipes incluses dans les ligues professionnelles chinoises pour 2025. Quelques nouvelles du mercato hivernal, c'est-à-dire des transferts. Le gardien de Lens, Brice Samba, se rapproche des Rennes où l'attend un contrat de 4 ans et demi. Depuis fin décembre, le gardien numéro 2 de l'équipe de France a manifesté son désir de quitter le Racing Club de Lens. Si Brice Samba s'apprête à partir, Lens a déjà trouvé son remplaçant. Il s'agit de Paul Lopez, le gardien espagnol qui avait été prêté par l'OM au club espagnol de Girona, vient d'être encore prêté par l'Olympique de Marseille à Rennes jusqu'en juin avec option d'achat. Chronique de l'environnement. Face à la menace grandissante de la désertification, une initiative ludique et collaborative émerge pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. La fresque de la désertification, portée par une équipe internationale, offre une approche pédagogique unique pour mobiliser les consciences et encourager les actions locales. La fresque de la désertification, une approche innovante pour sensibiliser et agir, c'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Créé à l'initiative de la start-up franco-marocaine Centre to Brain et de partenaires tels que le CJR et la présidente de la COP 15, désertification en Côte d'Ivoire. La fresque de la désertification a vu le jour lors du Forum mondial de l'alimentation en octobre 2023. Brahima Traoré, référent fresque de la désertification au Mali. La fresque de la désertification est un outil pratique de sensibilisation contre la désertification. Donc un jeu de cartes qui a été développé par une équipe pluridisciplinaire. Donc son lancement a été fait en 2023, ce qui fait que depuis ce moment-là, l'équipe est en train de travailler comment vulgariser ce jeu-là auprès des personnes concernées. Avec une équipe internationale de plus de 30 facilitateurs présents dans plusieurs pays, la fresque de la désertification vise à sensibiliser les participants à la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, tout en les engageant dans l'exploration de solutions concrètes et locales. Très simplement, c'est un jeu ludique et de réflexion collective. Donc, ce qui est important, c'est que ce jeu réunit un ensemble de participants qui peut être un nombre de 8 jusqu'à 10 pour être pratique. Pour les participants autour d'une table vont essayer d'identifier les causes et les conséquences et puis aussi même les solutions qui peuvent être mises en place contre le processus de la désertification. Le concept repose sur un atelier ludique et interactif mettant en avant l'intelligence collective. Les participants, à travers des activités collaboratives, apprennent à comprendre les mécanismes de la désertification et son impact sur les écosystèmes, tout en découvrant les solutions existantes. Brahima Traoré, référent fresque de la désertification au Mali. Pour un premier niveau, il y a un exercice qui va permettre aux participants, avec un certain nombre de cartes, pour voir les causes qui sont généralement provoquées par les activités humaines. Donc quand on parle d'activités humaines, il s'agit de tout ce qui est agriculture intensive, de tout ce qui est déboisement, de tout ce qui est construction, l'extension de villes et de tout ce qui est utilisation des ressources. Donc vous allez voir que ces causes-là peuvent provoquer des conséquences qui sont amplifiées par le changement climatique, à travers aussi tout ce qui est raréfaction des ressources d'eau, épuisement du sol. Donc vous allez voir qu'il y a quand même ces causes-là qui vont provoquer des impacts énormes sur le sol. Ça peut être la salinisation des sols, ça peut être la perte de la fertilité des sols, qui vont avoir aussi un impact sur tout ce qui est biodiversité, qui peut provoquer des feux de brousse, même aussi avoir des impacts sur l'humain. L'idée directrice est simple et percutante. On protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend et on comprend ce que l'on a appris. Voilà, à cette heure passée de 24 minutes à Ourikela, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, je propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dieneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.otem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales.
La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.